de la compte. Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, bienvenue pour toute l'actu média. Les images, nos enquêtes, les coulisses et bien sûr nos invités. Au sommaire de ce numéro de Plus clair, on commence comme chaque semaine avec le Média Mix, c'est l'essentiel de l'infomédia en images et en 5 minutes. Dans l'actu cette semaine, le nouveau jeu de Jean-Pierre Foucault sur TF1, Christine O'Krent, numéro 2 de l'audiovisuel extérieur et la médiatisation de la descente de police à Villiers-le-Bel. L'arrestation de Ben Laden à la une des JT, c'est pour de faux, mais on s'y croirait. Breaking News est le nouveau concept testé par Jimmy la semaine prochaine. Nous étions en coulisses. C'est donc Jean-François Copé qui récupère la patate chaude de la télévision publique sans pub. À quoi va servir sa commission? Première réaction et début précipité. C'est le zoom de la semaine. Et TF1 dans tout ça, des résultats financiers impressionnants et pourtant mauvaise ambiance. Robert Namias s'exprime peu d'habitude. Il est sur le plateau de Plus clair et il nous dira tout sur les turbulences que traverse sa chaîne. Sur le plateau de Plus clair également, le grand romantique de la télévision, André Manoukian revient dans La Nouvelle Star, entouré de nouveaux jurés. Il en profite pour publier son autobiographie, Confession très intime. Et bien sûr, vos autres rendez-vous, le zapping, l'ITV Télé, cette semaine Ariel Wiesman et Stéphane Bern, la télé des voisins, la Webzone et l'Observatoire des séries Hollywood, comme si vous y étiez. Voilà pour le menu. On commence tout de suite avec l'actu de la semaine, résumé et mixé par Plus clair. C'est le Média Mix préparé par Karima Hamzaoui et Théodore Bourdeau. C'est parti. Dimanche, Jean-Pierre Foucault prenait les commandes d'un nouveau jeu sur TF1 avec des questions basées sur des pourcentages. Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de Jouer pour 5 fois plus. Alors maintenant, la question qu'on se pose, nous, c'est quel pourcentage de Français ont regardé ce programme? Ouais, moi je dirais à peu près 45%. Je répète. Bah non, seulement 18,4% de téléspectateurs ont suivi ce nouveau rendez-vous, un démarrage plutôt décevant. Vous êtes libre de partir quand vous voulez. Justement, c'est ce qu'ont fait les ménagères, parties sur M6, voir le magazine 66 minutes qui a battu TF1 sur cette cible tant convoitée. Jouer pour 5 fois plus, ce n'est pas un format inédit. Aux States, c'est la chaîne CBS qui a lancé l'été dernier la version originale Power of 10. Aux États-Unis, le jeu a été déprogrammé fin janvier, faute d'audience. Allez Jean-Pierre, demain à 17h55, on sera tous avec toi. Salut à tous, merci. Lundi, tous les JT ouvraient sur cette information. C'est donc une opération de police de grande ampleur qui s'est déroulée ce matin à Villiers-le-Bel. 1 millier d'hommes mobilisés pour ce coup de filet très médiatisé. Une trentaine de personnes ont été interpellées. Sous l'œil des journalistes dûment alertés. Des journalistes dûment alertés, c'est bien ça le problème pour le ministère de l'Intérieur. Je regrette profondément que des fuites aient conduit à une médiatisation importante de cette opération. Nous sommes allés voir au siège d'un quotidien pour savoir à quel moment les journalistes avaient été informés de cette opération. Aux Parisiens, voilà comment ça s'est passé. Premières infos qui nous sont remontées un peu plus d'une quinzaine de jours avant l'opération. Quand vous avez plus de 1000 policiers sur le terrain, vous avez non pas autant de sources potentielles, mais vous avez quand même un certain nombre de sources potentielles. Mercredi, l'intervention des forces de l'ordre à Villiers-le-Bel est de nouveau médiatisée. Cette fois-ci, c'est Paris Match qui publie plusieurs clichés d'une perquisition, dont un qui fait réagir le ministère de l'Intérieur. Une de ces photos notamment montrait un suspect au moment de son interpellation. Le visage était un peu flouté, mais quand même le cadre dans lequel elle se trouvait, les vêtements, l'appartement, tout ça pourrait permettre de l'identifier et donc risquerait d'entraîner une nullité de procédure. Nous avons contacté Paris Match qui n'a pas souhaité nous répondre. En attendant, le ministère de l'Intérieur a saisi la police des polices pour qu'elle enquête sur les circonstances dans lesquelles les photos ont pu être prises. Mais malgré les colères répétées de Michel Alliot-Marie cette semaine, il n'est pourtant pas impossible de revoir de multiples caméras ou photographes suivre des opérations policières. Vous êtes au courant d'opérations futures, oui ou non? C'est une bonne question, mais je ne répondrai pas là-dessus. Mercredi, polémique autour de la nomination d'Alain de Pouzillac. Le patron de la chaîne France 24 chapeautera désormais France Monde, regroupant TV5, RFI, mais aussi France 24, justement. Premier conflit d'intérêts selon les syndicats. Deuxième nomination qui pose problème, aux côtés d'Alain de Pouzillac, dit Poupou, la journaliste Christine O'Krent, épouse du ministre des Affaires étrangères, un ministère auquel est rattaché TV5. Jeudi, le journal Libération parle même d'affaires O'Krent, réponse de l'intéressé au micro d'RTL.
Le fait d'être périodiquement ramené à ce statut de femme en niant son identité, ses compétences, son parcours professionnel, franchement, je trouve ça injuste et humiliant. Jeudi soir, une assemblée générale est organisée à TV5 Monde où ces 2 nominations sont jugées comme déplacées. À travers les nominations d'Alain de Pouzillac et de Christine Ockrent, on nous annonce de surcroît qu'on risque d'être détaché du ministère des Affaires étrangères et rattaché à Matignon, donc encore plus à la botte de l'État français, ce qui est, à mon avis, un non-sens par rapport à la mission francophone de TV5. Les syndicats de journalistes ont donc réclamé d'être reçus d'urgence par le président de la République. Affaire à suivre. Lundi, la presse télé ne parlait que de ça, le nouveau programme de TF1, Kilimandjaro au-delà des limites, qui sera diffusé en prime time le 29 février prochain et dont voici les premières images. Ils ne se connaissent pas, ils sont tous différents. Pourtant, quelque chose de fort les réunit. Ils ont tous un handicap. Des handicapés gravissant le Kilimandjaro, TF1 serait-elle en quête de sens ou d'un nouveau concept entre Ushuaïa et Koh Lanta? C'est tout sauf Koh Lanta. Pourtant, musique, épreuves, portraits de candidats, on n'est pas si loin du genre de la télé-réalité. Ce ne sont pas des aventuriers. Tout seuls, ils n'ont aucune chance. Moi, je me retrouve comme une merde sur mon truc, tu vois. C'est nul, quoi. Mais ensemble, ils sont plus forts. C'est de la télé-vérité, en fait. Parce que, certes, on a un contexte qui a été créé de manière artificielle, mais l'objectif, c'était quoi? C'était, dans ce contexte-là, d'être vraiment documentariste d'observation. L'observation qu'on a faite, nous, c'est que cette participante, on l'avait déjà vue quelque part, mais si, dans la Nouvelle Star ce jeudi soir. Se poser trop de questions. L'émission de TF1, un genre peut-être pas si nouveau que ça. En 1990, la chaîne américaine CBS proposait un programme similaire intitulé Let Me Be Brave, où l'histoire de 12 handicapés mentaux gravissant, devinez quoi, le Kilimandjaro. Un docu-réalité de ce genre, une première pour TF1. L'audience sera-t-elle au rendez-vous? Réponse vendredi prochain. 28 février, 22h30 sur Jimmy, édition spéciale consacrée à l'arrestation de Ben Laden. Bruce Toussaint sera aux manettes, duplex avec l'Afghanistan, spécialiste du terrorisme mondial en plateau. Comment ça, Ben Laden a été arrêté? Non, mais on fait comme si, un faux JT criant de vérité, l'infofiction, un nouveau genre, dans les coulisses de l'émission Breaking News avec Christelle Rebière. Une édition spéciale, un plateau d'infos, un présentateur expérimenté, tout a l'air vrai jusqu'au trac. C'est marrant parce que j'ai un peu le même genre de trac que ce que j'avais lorsque il m'est arrivé de faire des vraies éditions spéciales sur iTélé. Parce que c'est quand même un peu gonflé. Gonflé de prévoir l'arrestation de Ben Laden pour jeudi prochain à 22h30 sur Jimmy. En fait, Breaking News va nous décrypter ce qui se passerait si le chef d'Al-Qaïda était vraiment arrêté, d'où un avant-propos qui prévient le téléspectateur. Ce que vous allez voir et entendre dans quelques instants n'est pas arrivé, en tout cas pas encore. Et pour que l'exercice de fiction-anticipation soit crédible, rien n'a été laissé au hasard. Je vais juste vérifier Kaboul qui soit prêt, Kaboul. Kaboul est au bout du couloir parce qu'il était trop dangereux de faire un direct de là-bas. Toi, tu sais où te mettre? À Kaboul. Bienvenue à Kaboul. Mais le journaliste joue l'immersion totale. C'est une nouvelle énorme qui vient de tomber. Donc, je suis en train de téléphoner là. Je suis avec la présidence afghane. Je peux pas vous parler. C'est une émission de décryptage. De pédagogie. Au lieu de dire « et si ça arrivait », on vous dit « c'est arrivé ». On a enlevé 2 mots presque. Mais c'est la même chose. La pression monte en régie. Si on traîne, on va se faire griller par CNN. Et c'est parti. 4, 3, 2, 1, plateau. Bonsoir, on l'a appris il y a tout juste quelques minutes. Oussama Ben Laden a été arrêté en Afghanistan. Alors très peu de détails, vous venez de le dire, sur les circonstances de cette arrestation. Des spécialistes viennent décortiquer l'information en plateau. Ben Laden a sans doute été donné, ce qui veut dire probablement qu'on ne va pas diminuer le nombre des attentats, mais probablement aller vers une nouvelle phase de violence. La meilleure chose qui puisse arriver, elle est arrivée, c'est qu'il soit arrêté et qu'il soit pris vivant. Bon, d'accord, Ben Laden, lui, n'est pas furieusement ressemblant, mais le résultat est tout de même très réaliste. Les invités eux-mêmes en sont sortis troublés. Très franchement, on en arrive à douter d'ailleurs de ce qui est la réalité, de ce qui est la fiction. À la fin, on se demande si véritablement Ben Laden n'a pas été arrêté. Et c'est quand même très préoccupant. Si les historiens de l'avenir, dans 500 ans, dans 1000 ans, fouillent dans des tas de machins pour essayer de comprendre, ils trouvent la cassette de ce machin, ça va faire une erreur historique horrible.
Pour l'instant, une seule émission a été prévue, mais en cas de succès, le JT d'anticipation pourrait devenir un nouveau genre. C'est donc Jean-François Copé qui a récupéré le bébé, président de la commission chargée d'imaginer une télévision publique sans pub. En voilà une mission, et pour déminer le terrain, Nicolas Sarkozy a choisi 11 parlementaires et 15 professionnels. Attention, patate chaude, Laetitia Krupa a suivi les premières heures de la commission Copé. Mardi, l'Élysée dévoilait enfin la fameuse commission chargée de plancher sur la télé publique sans pub. Un président, Jean-François Copé, 11 parlementaires et 15 professionnels de l'audiovisuel, avec entre autres le producteur Jacques Chancel, le pédopsychiatre Marcel Ruffo et le producteur de cinéma Marine Karmitz. Tous avaient un point commun, ils ont été prévenus à la dernière minute. J'ai été prévenu, oui, même avant-hier. Hier soir depuis hier soir. Seulement. Depuis plusieurs semaines, on parlait de Frédéric Mitterrand, mais c'est finalement Jean-François Copé, chef de file de l'UMP à l'Assemblée, qui préside la commission. Le signe est clair, les parlementaires seront les vrais décisionnaires. Mardi matin, dans la salle, on pouvait apercevoir quelques piliers de la télé publique, même pas vexés de n'être que de simples invités. Oh non, pourquoi? Vous savez, j'étais président. Est-ce que vous voyez un ancien président dans la commission? J'en vois pas. Je sais pas, j'avais dû donner un mauvais numéro de téléphone. 11h30, Nicolas Sarkozy donne le ton. La commission devra se surpasser. Je rêve d'une grande télévision de service public. Je rêve, cher Jacques Chancel, que nous soyons un exemple pour le monde. Côté grandes annonces, d'abord une dotation financière de l'État pour 2008. Vous avez vu que le président de la République a non seulement parlé de 2009 et de 2008 également, donc le message est passé, ça c'est formidable. Et aussi le fait qu'il n'y aurait pas de privatisation. Mais dans cette matinée, on retiendra un gros bug de communication. Nicolas Sarkozy a failli oublier le principal intéressé. Jean-François. Monsieur le Président de la République. Visiblement très pressé, le président va un peu bousculer la prestation de Jean-François Copé. Et il aura beaucoup de mal à rester concentré. Merci à tous. Mais Jean-François Copé ne s'est pas laissé perturber pour autant. Jusqu'à la fin de la réunion, il est resté serein. Plus clair, Canal+, juste une question. C'est pas un peu une patate chaude que vous avez là entre les mains? Non, je crois que c'est plutôt quelque chose de passionnant. Mais cela dit, c'est difficile. Je n'ignore rien de la difficulté de la mission. Ça, je vous le confirme. Beaucoup de questions fondamentales restent en suspens, comme le financement de cette nouvelle télé publique. Et la commission n'a pas le temps de chômer. Elle doit rendre son rapport le 31 mai prochain. Une baisse d'audience continue depuis 3 mois, des départs et rumeurs de départ au plus haut de la hiérarchie, un livre anonyme sur les dessous du 20h, des articles de presse très sévères. TF1 fait beaucoup parler en ce moment et pourtant, les résultats financiers sont bons et les stars sont toujours là. Alors, Robert Namias, le patron de l'info à TF1, sort du silence. La transition après l'ère Moujotte, ses projets pour les JT et les magazines de TF1. Il répond à nos questions sur le plateau de Plus Clair. Robert Namias, bonjour. Bonjour. Alors, en ce moment, on a d'un côté une succession d'articles extrêmement sévères, beaucoup de rumeurs à propos de TF1, Le Point qui titrait TF1 sur un toboggan, et puis de l'autre, le silence ou la direction de TF1 qui dit ce ne sont que des rumeurs, tout va bien. On a soit l'exagération, soit la langue de bois. Est-il possible, Robert Namias, de parler normalement et en toute transparence de TF1 ? Oui, alors là, complètement, je peux dire, sans aucune difficulté. D'abord, la langue de bois, c'est pas vraiment mon genre. Je m'exprime assez peu, précisément, parce que je ne tiens pas du tout à avoir une langue de bois. Vous avez fait une description qui est la description, elle, assez, pardon, mais un peu langue de bois. C'est-à-dire, en tous les cas, chacun répète ce que dit l'autre. Moi, je connais très bien la presse. On lit le papier de l'Observateur et on le recopie dans l'Express. Et puis, quand on est au Point, on compile l'Observateur et l'Express pour faire le papier du Point. Je vais me faire des amis, là, évidemment. Et, mais enfin, c'est quand même la vérité. Qui cite des chiffres et des réelles difficultés d'audience, et des choses qui existent. Et puis des tas de choses qui n'existent absolument pas, des rumeurs, mais les chiffres, on va en parler, bien évidemment. Parlons du JT et des audiences du 20h. Si on regarde les chiffres de très près, le 20h reste extrêmement stable sur un an. En revanche, une baisse assez importante ces 3 derniers mois. On passe régulièrement en dessous de la barre des 35% de la part de marché, là où Patrick Poivre d'Arvor était habitué à 38-40. Comment vous expliquez ce glissement ?
Alors écoutez, il est très simple, il est celui de la concurrence, tout à fait logique. À cela, on répond 2 choses évidentes. La première, c'est que nous avons, par exemple, depuis le 1er janvier dont vous parlez, 8 700 000 téléspectateurs en moyenne tous les soirs. Bon, nous avions 8 800 000 l'année dernière. La différence est infime. Bien. Parler en part d'audience a un sens aujourd'hui différent de ce qu'il était. Vous ne pouvez pas comparer ce qui n'est pas comparable, puisqu'il y avait 5 chaînes à comparer. Maintenant, il y en a quasiment 18. Mais il y a une érosion très nette depuis décembre, janvier. Mais c'est l'incontestablement phénomène de la concurrence qui prend l'ampleur, mais qui ne nous touche pas en nombre de téléspectateurs. Touche pas le JT. Il y a d'ailleurs plus de téléspectateurs pour le monde de la télévision qu'il y en avait jusqu'à présent. Toutes les enquêtes parlent d'une recherche accrue chez le téléspectateur, de décryptage, de sens, de sujets peut-être plus long. Est-ce que vous allez dans ce sens-là? Est-ce que vous en avez discuté avec le patron de TF1, Nonce Paolini? J'en ai discuté avec beaucoup de gens, et j'en discute beaucoup avec Patrick, pour l'instant, et Claire, qui évidemment sont aux commandes. Pas avec Nonce Paolini. Avec Nonce Paolini également. Je lui fais part de nos réflexions pour l'instant. Et bien évidemment, au moment où on décidera des nouveaux formats, je verrai avec Nonce dans quelles conditions le faire. Ça sera pour septembre. Donc c'est pour la rentrée de septembre prochain. On va parler du 13h un instant, puisqu'il fêtait ses 20 ans hier, 20 ans en pole position. Alors forcément, ça suscite beaucoup de commentaires. L'indéboulonnable Jean-Pierre Pernaut, les pour, les contre aussi, c'est un sujet de Christelle Rebière. On regarde, on en parle après. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, coup d'œil aux prévisions météo. Sourire franc, cravate bleue et indispensable météo pour les uns. Sourire professionnel, cravate ringarde et sempiternelle météo pour les autres. En tout cas, ça fait 20 ans tout juste que Jean-Pierre Pernaut a imposé son style aux 13h de TF1. Pernaut, il vient déjeuner avec vous. Que vous le vouliez ou non, à 13h, il est chez vous et c'est presque un pote, quoi. Un pote pour près de 7 millions de téléspectateurs, soit 1 sur 2 devant le poste à cette heure-là. Un score exceptionnel. Les petits pâtes la paumée que personne ne connaît, même pas Jean-Pierre Pernaut. Le rappeur Camini se trompe. Rares sont les patelins paumés inconnus du 13h de TF1. Car les querelles de clochers, les images bucoliques ou les recettes du terroir, c'est la came de JPP. Et le 13h est d'abord conçu pour ceux qui le regardent. C'est beaucoup de personnes d'agglomération de moins de 100 000 habitants, mais c'est lié aux habitudes de travail. C'est des gens qui peuvent rentrer à leur domicile à l'heure du déjeuner. C'est aussi des gens plutôt inactifs, mais pour les mêmes raisons. Et c'est un peu plus de 67% de personnes de plus de 50 ans. Pas étonnant donc que le 13h s'intéresse à l'amicale des jardiniers de Saint-Cyr-sur-Loire. Voilà, 20 ans de vie quotidienne, de passion, comme celle de Monsieur Bourdin, qui illustre parfaitement ce qu'on aime vous montrer dans ce journal depuis 20 ans. Et ce qui plaît aux uns hérisse le poil des autres. Il m'arrive de faire des topos devant les écoles de journalisme. Et je leur dis, écoutez, pour savoir comment on fait un journal télévisé, c'est très simple. Vous regardez le 13h de Jean-Pierre Pernaut et vous faites exactement l'inverse et vous ferez un bon journal. Grainville-Langanerie, 600 habitants, a aussi sauvé sa charcuterie. L'info véritable vient très tard ou ne vient jamais. Il y a évidemment un excès donné à ce qu'on appelle les reportages dans la France profonde, etc., qui sont pas inintéressants, mais qui sont au détriment de l'information réelle, nationale et surtout internationale. Exemple, lundi, le journal ouvre sur le gel en Lorraine alors qu'il y a eu ce matin-là une grosse descente de police à Villiers-le-Bel. Il a gelé au mois de février, incroyable. Il y a eu du soleil, c'est super. Et voilà, c'est bien, mais c'est de la conversation de café du commerce. Ce n'est pas un journal télévisé. Un choix pourtant revendiqué. Ce qui est le plus important, c'est de leur raconter l'actualité de façon à ce que ça les concerne, quoi. C'est pas juste pour avoir l'air de Péquenot qu'on va mettre le gel en premier. Autre reproche, les petites phrases de Jean-Pierre Pernaut et autres mimiques en plateau. Exemple, durant les grèves dans les transports publics. Et une nouvelle fois aux usagers de se débrouiller pour aller travailler. Il fait un travail d'éditorialiste sans le dire. C'est-à-dire qu'il prend parti sur les informations qu'il donne en les faisant passer pour des informations objectives. Là, c'est un problème parce que c'est un petit peu un dévoiement de l'esprit, de l'éthique journalistique. Je préférais qu'il fasse carrément un édito tel quel de 2 minutes en disant voilà ce que je pense, ça serait plus clair et plus honnête et plus franc, quoi. Plutôt que ces petites réflexions en fin de sujet qui sont extrêmement subtiles mais très très fortes idéologiquement. Éditorialiser, est-ce vraiment le rôle d'un présentateur? Je ne sais pas si c'est le rôle d'un présentateur ou pas le rôle d'un présentateur, mais si d'avoir 7 millions de téléspectateurs, c'est pas une réponse à votre question, je sais pas quoi vous répondre. Ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui passe entre lui et le téléspectateur, et que sa sincérité, elle s'exprime. Mais la sincérité est-elle un gage d'objectivité? Faut voir. Alors, la sincérité est-elle gage d'objectivité? Alors, je vais vous dire 2-3 choses. D'abord, en tant que responsable de l'information sur TF1.
Votre sujet est tout à fait équilibré, me paraît parfaitement refléter ce que je sais que l'on dit du journal de 13h. Donc je trouve honnêtement, pour être un fervent et chaud téléspectateur de votre chaîne de manière régulière, que, je le dis en passant, les Guignols en font trop, et que moi j'adore les Guignols, je les regarde depuis 15 ans, je trouve que l'excès est parfois à la fois un peu dérisoire et blessant. Je pense que il n'y a pas de journal qui ne connaisse un tel succès qui n'ait pas des raisons profondes. Vous savez, la sanction positive des 7 ou 8 millions de Français qui chaque jour regardent Jean-Pierre Pernaut, c'est pas 7 ou 8 millions d'imbéciles, c'est pas vrai du tout. C'est une France qui n'est pas forcément la France de Paris qui se regarde dans la glace tous les matins en se rasant. Est-ce que c'est un vrai journal que vous leur proposez à 13h et non pas un magazine qui leur plaît, effectivement? Bien sûr, c'est un vrai journal, c'est un rendez-vous d'information. C'est un vrai journal avec l'actualité qui est parfaitement traitée et qui est traitée de telle sorte qu'elle intéresse de bout en bout. Vous annoncez des magazines, et des magazines en prime time. Ce sera quoi? Un 100% mag à la sauce TF1, un envoyé spécial à la sauce TF1? Vous savez, quand on a mis 7 à 8 à l'antenne, il y a 8 ans, c'est un magazine de 4 reportages avec une écriture extra. Aujourd'hui, c'est devenu banal. Bon, très bien, on est copié d'ailleurs sur d'autres chaînes privées. Vous parlez de 66 minutes sur M6. Oui, et j'en suis plutôt fier d'ailleurs. À nous maintenant de trouver autre chose. Et donc, par conséquent, là, on avait créé quelque chose d'original. Quand on a fait une émission politique que j'assume entièrement, dont je suis très fier, j'ai une question à vous poser l'année dernière, par rapport aux émissions politiques. D'ailleurs, on annonce son retour après les municipales, une spéciale Sarkozy. Non, je pense qu'on fera autre chose. Ah non, pas du tout, ça n'est pas prévu, il n'y aura pas de... Est-ce qu'il y a un retour de... J'ai une question à vous poser. On réfléchit pour voir comment on peut adapter le concept, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on fera un magazine, et très vraisemblablement en prime time. Quand vous parliez tout à l'heure de la presse, des rumeurs... il y a quelques années, ça me faisait un mal de chien, il y a quelques années, j'en voulais à la terre entière, il y a quelques années, j'en voulais à tous les journalistes. Le livre vous a fait un mal de chien, mesdames, messieurs, bonsoir, sur les dessous du 20h, un livre anonyme. Il m'a blessé pour la rédaction. Il m'a blessé pour la rédaction. Et il y a quelque chose qui, moi, Pourquoi, si ce n'était qu'un tissu de mensonges? Parce que je suis convaincu que tout le monde a eu un contact avec ce livre, à travers la presse, tous les papiers qui ont été rapportés, y compris dans la presse de province, etc., donnant une image épouvantable de TF1, qui n'a strictement aucun rapport avec la réalité. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour en parler, pour réagir? Pourquoi ce silence qui ne fait qu'alimenter finalement les rumeurs? Parce que je réponds aux invitations des gens que je respecte. Et selon le point, vous auriez reproché à Nonce Paolini, donc le patron de TF1, de ne pas vous avoir assez défendu. Vous aussi, vous rentrez dans le petit jeu des rumeurs, de ce que vous avez lu sur Internet. Je profite que vous soyez là pour vous poser la question. Est-ce que vous considérez que Nonce Paolini ne vous a pas suffisamment défendu, le patron de TF1, qui n'aurait pas déclenché d'enquête interne pour débusquer le ou les auteurs de ce livre, qui n'aurait pas pris publiquement la parole? Est-ce que... pas. Et alors là, je ne suis pas langue de bois. Il n'y a pas la moindre différence d'analyse entre Nonce Paolini et moi. Je pense qu'il est comme nous extrêmement sensible aux attaques de la presse et nous sommes totalement solidaires les uns et les autres devant cela. Il y a une attaque qui ne vient pas de la presse, qui vient tout simplement de Charles Villeneuve, qui était à la direction des sports et que vous avez remplacé. Il était un fidèle d'Étienne Moujotte, et quand il dit que vous êtes le prochain sur la liste, vous le recevez comment? Mais ça m'est complètement égal. Mais à un point, vous ne pouvez pas savoir. Moi, ça vous passe au-dessus de la tête? Mais complètement. Moi, je fais mon métier à TF1. Je crois avoir fait à peu près ce que je devais faire. J'ai beaucoup d'idées pour TF1, pour la mutation de TF1, où on me demande de le faire et je le fais, on me demande pas de le faire et je le fais pas. Alors ça, c'est... Finalement, au milieu de toutes ces rumeurs, de ces articles de presse, ce livre, on se pose une question. Est-ce que c'est pas le départ d'Étienne Moujotte qui y est pour beaucoup? Je suis très très fier, vraiment très très fier de ce qui a été fait dans cette maison avec Patrick Lelay et Étienne Moujotte. Je trouve qu'on a eu des aventures professionnelles absolument extraordinaires pendant 20 ans. La période est autre, l'environnement est autre et la maison est autre. Mais l'environnement, il est plutôt favorable pour TF1 en ce moment. Le vent est bon quand on supprime la publicité dans le service public. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, pourquoi est-ce que TF1 serait fragilisé ou apparaîtrait fragilisé? TF1 n'est pas fragilisé, c'est vous qui me le dites et c'est ce qui est écrit dans la presse. C'est pas ce que nous disons nous. Et je suis l'un des dirigeants de TF1 et je vous dis qu'elle n'est pas fragilisée.
Merci en tout cas, Robert Namias, d'être venu répondre sans langue de bois sur le plateau de Plus Clair et nous parler de TF1. À suivre après la pub, le zapping, l'ITV Télé cette semaine, Ariel Wiesman et Stéphane Bern, l'Observatoire des séries, la télé des voisins. Vous retrouverez aussi la Webzone et bien sûr notre invité Dédé est avec nous. J'ai nommé André Manoukian, c'est juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair et tout de suite, comme promis, le zapping. Quand deux personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine. Ariel Wiesman et Stéphane Bern. On regarde. L'émission télé que tu aurais aimé inventer. Le coach. Ça n'a pas duré longtemps, mais le type qui te parle dans l'oreillette pendant que tu dragues quelqu'un, je trouvais ça génial. À part travailler avec moi, qu'est-ce que tu ne referais pas dans ta carrière? J'éviterais de faire la Reine de France. C'était pas indigne, mais j'étais pas fait pour ça. La dernière fois que tu as ri devant la télé? Quand j'ai vu Patrick Sébastien imiter Coluche, mais je vous jure que c'est vraiment pas parce qu'il a essayé de me faire rire. Quel est le produit pour lequel tu accepterais de faire de la pub? Oh, les gâteaux Petit Prince, non? Quel animateur ou animatrice du PAF embrasserais-tu sur la bouche? Charlotte Legris de la Salle. On est mariés tous les deux, je veux dire, y a pas de... Voilà, on s'attache pas, quoi. Quel est l'animateur télé que tu aimerais relooker? Ah, il y en a un qui est très très mal habillé, si on en juge Flavie Flamand, c'est Stéphane Bern. J'adorerais le relooker, mais là, il y a du boulot. Quelle est selon toi l'émission la plus idiote du PAF? Incontestablement, Le Mur Infernal, sur TMC, présenté par Laurence Boccolini. Chante-moi ton générique de télé préféré. Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est Pac-Man, Pac-Man. Avec quelle personnalité t'a-t-on déjà confondu? On me confond souvent avec Édouard Baird. Lui, on l'appelle Édouard Bern et moi, on m'appelle Édouard Bern aussi. Est-ce que tu es pour le retour de la moustache à la télévision? Non seulement à la télé, mais aussi dans les administrations. Est-ce que tu demanderais à Valérie Damido de redécorer ton appartement? Oui, mais pas d'habiter dedans. Et si possible, si elle peut me le racheter après. Quelles sont les initiales de ton pire ennemi dans le PAF? C'est difficile, j'ai pas le sentiment d'avoir des ennemis. Il y en a un peut-être qui, lui, me considère comme un ennemi. C'est D. Mais moi, je l'aime beaucoup et il m'a appris beaucoup de choses à la télé. C'est dommage. Quel est ton rituel avant de passer à l'antenne? J'appelle Valérie Damido pour savoir où en sont les travaux. Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Vous retrouvez Ariel Wiesman tous les jours de la semaine dans l'édition spéciale. C'est à 12h40 sur Canal+. Stéphane Bern, lui, explore un nouveau secret d'histoire demain dimanche à 16h15 sur France 2. Mata Hari, espionne ou femme fatale? Vous êtes-vous déjà mis dans la peau d'une jeune star d'Hollywood? L'argent, la gloire, les filles, mais aussi le quotidien entre deux tournages, vos meilleurs amis qui vivent à vos crochets et votre carnet d'adresses. Vincent Chase connaît très bien Jessica Alba, James Cameron et Scarlett Johansson. Vincent Chase n'existe pas pour de vrai, il est le héros d'Entourage, une série pleine de people qui jouent leur propre rôle. Vincent Calvet. Vincent Chase est sur le point de devenir une énorme star de ciné, mais à la télé. Il est le héros d'Entourage, la série qui nous dévoile les dessous de Hollywood comme si on y était. Diffusé depuis 4 ans sur la chaîne HBO, Entourage a en ce moment une actualité française très riche. Les 2 premières saisons viennent de sortir en DVD et elle est diffusée sur W9 et TPS Star. La série suit l'ascension du comédien et de son entourage proche, son manager Eric, son ami Turtle et son frère Johnny, un acteur raté. Cop's tough. I did 4 eps of Blue. And when were you on NYPD Blue? I was on Pacific Blue, cock breath. Sans oublier son agent, l'insupportable Harry Gold, l'un des personnages les plus hauts en couleur jamais vus dans une série télé. They drive that way in Tiananmen Square, bitch! Derrière cette série, il y a du beau monde, à commencer par son producteur exécutif, le comédien Mark Wahlberg. L'histoire de cette série, c'est un peu la sienne. Autre grand nom qui se cache dans le générique de cette série, Larry Charles. Il est l'un des créateurs de la sitcom Seinfeld. How's the show going? Good? Yeah. Any good parts in there? La série peut se vanter d'un casting 4 étoiles car quelques-uns des players les plus importants d'Hollywood y jouent leur propre rôle. Il y a les stars du moment comme Jessica Alba, Hey boys. Hey, what's going on? Scarlett Johansson,
I'm in New York. I just got in. Ou encore James Cameron, le réalisateur de Titanic. Was the sinking of the ship an attempt to foreshadow the forthcoming sinking of the tech market in 2000? No. Actually, I just wanted to make young girls cry. Cameron a accepté d'apparaître dans cette série à une seule condition, que dans l'histoire, son film fictif Aquaman soit un triomphe au box-office. Mais Entourage permet également de retrouver des acteurs que l'on a un peu perdu de vue, comme Gary Busey, abonné aux séries B pendant longtemps. Il s'est aujourd'hui reconverti dans l'art abstrait si on en croit à la série. This is emotional confusion. On y retrouve également Ralph Macchio, vous l'avez peut-être reconnu. C'était la star de Karate Kid, et depuis on n'avait plus de nouvelles. All right, I got a new series now. Really? Well, you know, it's a pilot. Loufoque, sexy et cool, Entourage, c'est peut-être aussi l'un des regards les plus pertinents jamais posés sur le système hollywoodien. Okay, well, I didn't love it. It's Die Hard at Disneyland. What's not to love? Le revenant de la semaine, c'est une voiture. You may call me Kit, la voiture qui parle de la série K2000 en VO Knight Rider, a fait son grand retour dimanche dernier sur la chaîne NBC avec la diffusion du remake de cette série des années 80. That seemed quite irrational. Bon, Kit a bien changé en 25 ans, nouveau modèle, le look est moins futuriste. Nouvelles options, elle peut par exemple changer de couleur. Époque oblige, Kit version 2008 est totalement écolo. My system is largely solar powered. Sinon, le principe est le même, c'est un peu comme un GPS, mais en beaucoup plus bavard. Do you have another girlfriend? Are you a homosexual? La voix de Kit aussi a changé, il a désormais celle du comédien Val Kilmer, qui tient peut-être là le rôle de sa vie. Don't even think about it. David Hasselhoff fait ici une apparition à la fin du pilote, mais les choses sont claires. I said goodbye a long time ago. En tout cas, ça a marché. 12 700 000 Américains ont suivi ce pilote de 2 heures. La série télé devrait donc faire son apparition la saison prochaine sur la chaîne. Autant dire que Kit est attendu au tournant. Hier soir, la star de la cérémonie des Césars, c'était Marion Cotillard. La môme Marion. Comme prévu, la comédienne a remporté le César de la meilleure actrice pour son interprétation d'Edith Piaf dans La Môme d'Olivier Dahan. Je voudrais remercier tous les gens qui m'offrent ça ce soir. Merci beaucoup. Ce n'est peut-être qu'un début pour Marion puisqu'elle est nommée demain soir pour l'Oscar de la meilleure actrice. On pourrait facilement oublier que sa carrière a commencé dans des séries. Qu'est-ce que tu fais là? Et oui, Marion Cotillard était en 94 Sophie dans Extrême Limite, un feuilleton diffusé alors sur TF1. Je suis nouvelle. Ça me fait tellement rêver l'ULM. Tu m'apprendras? Une série française sur des jeunes inscrits à l'Académie du sport extrême. C'est un peu comme Point Break, mais sur la Côte d'Azur. Écoute papa, tu me parles pas sur ce ton, ok? Tu débloques ou quoi? Comme quoi, démarrer dans un feuilleton l'après-midi, ça peut mener loin. L'événement télé de la semaine, c'est le retour de la nouvelle star. C'était jeudi, on a enfin découvert le nouveau jury. Lio, Philippe Manœuvre, Sinclair et le survivant, André Manoukian. Ses envolées philosophiques sont faibles pour les jolies filles à la voix grave. Il vient de publier son autobiographie, La mécanique des fluides. Et devinez quoi? Ça parle de femmes et de musique. André Manoukian est sur le plateau de Plus Clair. Je suis ravie de vous accueillir. Bonjour. Bonjour André, ça va bien? Ouais. Bon, vous avez sorti votre livre jeudi, ça s'appelle La mécanique des fluides. Le jour même où a démarré la nouvelle star, ne me dites pas que c'est un hasard. Si, ça s'appelle la synchronicité selon Jung, vous savez. Ça s'appelle surtout un bon coup de promo. Mais non, ça fait 2 mois que la date de sortie de bouquin était prévue, et puis la nouvelle star, c'est Secret Défense à chaque fois, donc... on l'a su il y a 3 semaines, quoi. Donc, bon, enfin, ça tombe bien, en tout cas. Enfin, voilà, oui. Le pitch, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Tout ou presque, et parfois très en détail sur vos relations amoureuses, relations parfois compliquées avec les chanteuses. C'est un livre hyper intime. Les téléspectateurs de la nouvelle star vont plus vous voir de la même façon, André. Je sais pas, mais je pouvais pas faire autrement, quoi. Je pouvais pas, à un moment donné, on peut pas tricher. Mais bon, voilà, je sais que dans le verbe et dans mes commentaires, je vais un petit peu loin aussi sur la nouvelle star. Et je suis resté au fond sur une conviction intime que j'ai, c'est que la musique
la spiritualité et l'amour, c'est une seule et même vibe, quoi. Ouais, donc... mais là, on a carrément vos premières étreintes avec Liane Folly. On a tous les détails. C'est d'une intimité. On a le premier baiser avec Liane Folly, et je l'ai déjà dit à la télévision, et voilà, quoi. Mais on a mes premières étreintes avec d'autres. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais envie de me poser la question, pourquoi est-ce que la voix a autant de pouvoir sur moi? Pourquoi est-ce que ça me met dans un état incroyable? Et à un moment donné, je pensais, voilà, je viens d'avoir 50 ans, je me dis, je suis rangé des bagnoles quand même, on peut maîtriser ça. Et puis l'année dernière, pouf, replongeons encore, la jeune Gaëtane qui déboule, et ça met dans des états incroyables. Donc à chaque fois que vous recommencez la nouvelle star, comme cette année encore, vous avez peur de retomber amoureux? Non. Savoir que Alors, vous allez replonger, là, ça va recommencer. Cette année, je suis amoureux de la voix de garçon. Vous voyez que ça n'arrive. Mais oui. Vous avez changé de bord. J'ai pas changé de bord. Simplement, c'est la voix en elle-même qui m'emmène quelque part et qui me fait voyager, quoi. En tout cas, la nouvelle star, ça a recommencé sur M6 jeudi soir. 4,7 millions de téléspectateurs. Évidemment, on a regardé le programme, extrait, décryptage, l'émission vue par Plus Clair, avec Vincent Calvet. Jeudi soir sur M6, c'était le grand retour de la nouvelle star, une édition très attendue avec un tout nouveau jury. Guys, que la force soit avec vous. Si Dédé est toujours là. Moi, je trouve que t'as le feeling d'un moniteur de ski. Pour les trois autres, c'était une première et ils sont tous à la recherche du gimmick parfait qui leur permettra d'apporter leur griffe à cette émission. Sinclair lui a vite trouvé le sien. Dans ta chambre. Lio, elle est plus dans la gestuelle. Quant à Philippe Manœuvre, son obsession, c'est de ne surtout pas passer pour un ringard. Chanter comme au XXe siècle. Et ça représente vraiment 2007, ça. Dommage que depuis le tournage, on soit en 2008. Mais les vraies stars de cette émission, ce ne sont pas les jurés, mais bien sûr les candidats, et il y en avait pour tous les goûts. On a été impressionné par Julien, un candidat de 19 ans, avec son blouson vintage flashy qui va bien, et sa parfaite imitation de Damien Rice. Ça fait 6 ans que j'attends ça. Mais s'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait elle. Je crois très fort en moi, je crois très fort en ma voix. La star jeudi soir, c'était Cindy. On me dit souvent, oui, t'as la même voix que Céline Dion. Céline Dion, c'est Céline Dion. Cindy, c'est Cindy. Et c'est la première grosse bourde de ce jury, ne pas avoir donné sa chance à cette chanteuse. Je veux juste que vous arrêtiez de chanter. Du coup, Cindy est repartie perplexe de son casting. J'ai un fan club qui me suit, je comprends pas pourquoi ici ça passe pas. Qui sait ce qu'elle a fait après cette grosse déception? Elle est peut-être sortie s'éclater avec une de ses copines. Ou bien elle a improvisé un bœuf avec son coloc. À moins qu'elle ait rappelé un ex afin de se changer les idées. Quand on voit une candidate comme cette pauvre Cindy, à qui vous n'épargnez absolument rien, elle s'en prend plein la figure, est-ce qu'on est obligé de montrer ça? Est-ce qu'on n'est pas dans le registre de la caricature, parfois? Non, parce qu'il y a une insistance chez elle, il y a quelque chose qu'elle comprend pas, donc on est obligé d'y retourner encore, et c'est terrible. Là, on est dans l'exemple typique du Spunz, qui est sûr qu'il a un destin incroyable, que c'est un artiste pas possible, et à ce moment-là, souvent les échanges se terminent par... c'est 4 noms, mais le candidat vexé s'en va en disant de toute façon vous n'avez rien compris. Mais comment vous l'assumez ça? Parce que autant c'est souvent drôle la nouvelle star, autant là on est presque dans le... Oui, je veux dire, chacun se débrouille un petit peu avec ce qu'il veut entendre. Ce qu'on ne voit pas, c'est on passe 80% de notre temps sur des candidats à qui on dit non, à les évaluer, mais vraiment sérieusement et de fond en comble. La nouveauté cette année, c'est le jury. Exit Marianne James, Manu Katché et Dove. Bienvenue Lio, Sinclair, Philippe Manœuvre. Est-ce que la greffe a bien pris? La greffe a bien pris. Attention, quand vous dites exit, c'est les 3 qui sont partis, oui, qui n'ont pas voulu... ils rempilent pas cette année. Qui n'ont pas voulu rempiler parce qu'ils étaient un petit peu rassasiés de l'exercice. Moi, il se trouve que peut-être que je suis plus gourmand qu'eux et que j'étais pas encore rassasié. Il y avait encore certaines saveurs que je voulais goûter. Et c'est vrai que j'ai eu un petit peu d'appréhension cet été. J'ai passé 2 jours avec Marianne et avec Manu en train de leur dire allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis c'était pas possible. Après, quand j'ai su que Manœuvre venait, j'ai dit bon, là on est tranquille parce que c'est quand même mon maître. Je tiens à le dire. La phrase qui m'a rendu célèbre à la télévision, ça sent trop le savon, passer la foufoune, elle est de lui, dans un article sur Rock & Folk. Et donc, quand j'ai su qu'il était là, je me suis dit, on va se marrer. Les 2 autres, je ne les connaissais pas, j'ai découvert avec ravissement. Pascal Nègre, le PDG d'Universal France, que nous recevions il n'y a pas longtemps sur son plateau, défendait le jury de la Star Academy
en attaquant indirectement le jury de la Nouvelle Star. Ils disent que ce ne sont pas des professionnels. Ah bon? Ils sous-entendaient que c'était un jury un peu people, on s'intéresse presque autant au jury qu'au candidat, et que c'est un jury people. Il dit Yvan Cassard, Passy, moi-même, on est des professionnels de la musique, c'est pas le cas. Nous, on fait quoi? Alors, je sais pas, juste Manœuvre, il écrit des articles depuis 75, il connaît, toute la planète rock, et puis je pense qu'il est un tout petit peu plus pointu. Je vais pas attaquer Pascal Nègre, on sait qu'il vient du marketing et qu'il a le talent de s'entourer de bons artistiques, quoi, mais... Il n'y a pas de producteur, en fait, dans le jury de la Nouvelle Star. Il n'y a pas de producteur. Ouais. Et alors, est-ce qu'un producteur est plus professionnel qu'un artiste? Est-ce que... Je veux pas rentrer dans une polémique un tout petit peu bizarre, mais je veux dire... moi, j'ai plus de plaisir à être là où je suis que dans la maison d'en face. Une nouveauté également, justement, à propos des accords entre parfois le jury et le public aussi. Le jury va pouvoir sauver une seule fois, un candidat à l'unanimité. C'est pour éviter que le public se fasse insulter, comme ça avait été le cas dans le passé. Ouais, mais en même temps, on se souvient de la phrase de Marianne James, vous avez de la merde dans les oreilles. Quelle belle phrase. Non, je veux dire, c'est une espèce de phrase provocatrice qui a fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Et moi, je l'aime bien, cette phrase, parce que c'est un petit peu l'acte fondateur d'une rupture. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a quelque chose qui s'est mis à swinguer dans une émission qui, à la base, était aussi très formatée. Et Virginie Efira, dans tout ça... Elle chante super bien. Elle chante super bien. Je vous jure, elle a une voix de velours quand elle chante. Si jamais elle chante Fever devant moi, je suis pas sûr de... Vous avez dit, ou elle a dit, que vous aviez dit que vous aimeriez bien être dans son soutien-gorge. C'est l'amour fou. Mais vous êtes amoureux. Virginie, c'est la... Dès qu'une femme chante. Non, voilà. Bon, alors faut pas qu'elle chante, mais en même temps, je sais pas, pour moi, c'est un peu une Cameron Diaz, c'est-à-dire c'est une super jolie fille avec qui vous pouvez faire meilleur copain, quoi. C'est rare. En tout cas, vous croyez-vous à l'amitié entre filles et garçons? Moi, je crois pas. En tout cas, elle vous appelle Père Fouras, donc c'est mal parti. Est-ce que vous la tenez, votre nouvelle star? Cette année, il y en a pas. Il y a moins quelqu'un qui mange un petit peu tous les autres. Par contre, c'est plus ouvert, quoi. J'ai au moins 5 ou 6 coups de cœur, quoi. Et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Bon, alors vous avez l'air plus zen à propos de l'émission qu'à propos de votre livre qui vient de sortir, donc La mécanique des fluides, chez Michel Lafon, avec l'homme qui murmurait à l'oreille des chanteuses. C'est le sous-titre. La Nouvelle Star, c'est tous les jeudis soirs sur M6. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Plus Clair. Merci à vous. Nous parler de tout ça. Merci André Manoukian. Depuis lundi, sur la chaîne américaine NBC, la dernière trouvaille en matière de télé-réalité. Prenez des enfants, leur papa, des défis et vous obtiendrez un spectacle familial, comme disent les producteurs américains. Le titre de l'émission, Mon père est meilleur que le tien, donne une idée assez précise du concept. Résultat, des épreuves spectaculaires, des enfants hystériques et une cagnotte pour payer leurs études plus tard. Julien Dugast. Lundi soir, de l'autre côté de l'Atlantique, voilà ce que l'on pouvait voir à la télé. Des enfants qui encouragent leur papa à casser des bureaux. C'est le tout nouveau jeu de NBC. Son nom ? My dad is better than your dad! Qu'on pourrait traduire par mon papa, il est plus fort que ton papa. Le truc rigolo, c'est que normalement NBC devait diffuser l'adaptation de ce programme. Bébé Alloué en français, des novices qui s'entraînent à devenir des parents avec des bébés prêtés pour l'occasion. Diffusé en Hollande il y a quelques semaines, ce jeu a fait polémique. Résultat, NBC a annulé sa programmation et à la place... des bambins balancés contre une cible par leur papounet. Goodbye, mother. I love you. Here we go. Des quiz où c'est l'enfant qui buzz et papa qui répond. What does the J in Harry Potter scribe J.K. Rowling stand for? A. James. B. Joanne. C. Joshua. D. Jennifer. Joanne. Et le tout pour déterminer. Oui, le papa le plus fort. Le papa le plus fort qui gagne de l'argent pour les études de sa progéniture. Une formule mise au point par Mark Burnett, le spécialiste du genre, inventeur de Koh-Lanta notamment. La question, ce jeu peut-il troubler les âmes sensibles ? On a montré ce programme à Christian Spitz, alias le doc qui s'est vu confier par le ministère de la Culture une mission sur l'éducation et la pédagogie des médias. Ça tombe bien.
casser les bureaux, moi je ne suis pas d'accord. Il faut savoir que si les violences physiques, meurtres et autres ont diminué, les incivilités sont en très nette augmentation. Et on ne peut pas bien sûr écarter le fait que la violence dans les médias y est pour quelque chose. Et casser un bureau, pour moi, c'est pas anodin. C'est une distillation savante, quotidienne, d'incivilité, comme si ça devenait un modèle. Ok, la télé peut-elle pousser les enfants à détruire leur bureau? Vaste question. En tout cas, 9 800 000 personnes ont regardé le premier épisode de ce programme. C'est pas terrible, hein. Du coup, si My Dad is Better Van Your Dad ne séduit pas plus aux States, on a peu de chance de voir débarquer ce jeu en France. Il avait eu son heure de gloire avec la reprise de Stevie Wonder, Gangsta's Paradise. Coolio revient, mais dans un registre, pas le sien. Le rappeur se met au fourneau pour la chaîne internet Damn Channel et ça donne des chaînes en or, des filles décolletées et une salade tomate mozzarella. Théodore Bourdeau. Quoi de neuf dans la webzone? Rappelez-vous, Coolio, c'est le tube Gangsta's Paradise en 1995. Aujourd'hui, Coolio revient sur le net. On l'a vu par exemple présenter un quiz d'histoire sur le site de la chaîne américaine History Channel. Ah, the good old days. Pas super crédible en prof d'histoire, Coolio présente depuis la semaine dernière une émission de cuisine sur la web télé My Damn Channel. Yo, what's up? Welcome to Coolio's Cafe. I am the ghetto gourmet. Escorte de bimbo et look bling bling, on se croirait plus dans un clip de hip-hop que dans la cuisine de Cyril Lignac. Hey, I wanna fork you right on up. I wanna fork you right on up. Pourtant, dans une interview au magazine Newsweek, Coolio explique qu'il prend très au sérieux sa reconversion. Par exemple, dans ses recettes, jamais de beurre. Ben ouais, c'est pas bon pour le cholestérol. This is called Coolio's Caprese Salad. Here's the ingredients. Basil, balsamic vinegar, olive oil, mozzarella, and et quelques fines herbes aussi pour l'inspiration. Oh yeah. Les petits plats de Coolio, c'est pas toujours très appétissant, mais les internautes en raffolent. Avec sa première recette, Coolio a récolté plus de 40 000 visites en une dizaine de jours. Bring your ass to the table. Enfin, dans la webzone, vous connaissez sûrement ce téléphone, désormais mythique. Sur le net, tout un tas de frimeurs mettent en ligne des vidéos où ils font joujou avec leur engin sans jamais téléphoner, bien sûr. Et le nouveau truc qui les passionne, c'est jouer de la musique sur l'écran tactile de leur téléphone. Coup marketing ou projet branché, en tout cas, il n'a pas fallu longtemps avant que le premier groupe téléphonique se forme. Il nous vient d'Autriche et il s'appelle Leiband. 2 téléphones et une console de jeu pour la rythmique, voilà ce que donnent les premières répètes. Une vidéo vue plus d'1 million de fois, du coup, le groupe Leiband a annoncé qu'il préparait un album complet. Voilà, plus clair, c'est fini. Vous retrouvez l'émission sur le site canalplus.fr. Je vous retrouve samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.